Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, l'opinion en question. À l'ère des réseaux sociaux, comment se construit-elle ? Peut-on la manipuler et comment la mesurer alors que les sondages sont constamment démentis par les urnes ? Comment alors la prendre en compte ? Les civic tech font-elles mieux sur ce plan que les politiques traditionnelles ? Réponse avec Axel Dochet de Make.org. Reportage, analyse, c'est à suivre. Mais d'abord, après un véritable printemps des civic tech, la rentrée semblait bien morne et la politique traditionnelle avait repris ses droits. Oui, mais les sondages démentis par les urnes, les colères transformées en voix effectives, tout ceci relance l'envie des citoyens d'hacker les scrutins de cette saison éminemment électorale. Alors, comment construit-on notre opinion à l'ère des réseaux sociaux ? Guillaume Gralet nous a rejoint sur le plateau de Tech24 puisqu'on le voit dans les chiffres notamment du Pew Research Center, quelques 20% de personnes ont changé leur avis via les réseaux sociaux au moment d'un vote important. C'est notamment le cas aux États-Unis sur ce dernier scrutin pour l'élection présidentielle américaine. Oui, et il y a 40% des Américains qui expliquent s'informer uniquement via Facebook. Alors, c'est un peu dangereux parce qu'on sert aux internautes uniquement ce qu'ils ont envie de lire. En fait, il y a un analyste qui s'appelle Mark Ackman qui a fait une expérience assez intéressante. Il s'est démultiplié. Il a créé 2 adresses Gmail de manière totalement anonyme. L'une où il s'appelle Chris Smith, où il a des opinions libérales, il est plutôt progressiste. Une autre où il s'appelle Todd White, où il est plutôt conservateur. Et avec la dernière, avec celle de Todd White, eh bien, il a liké des posts plutôt conservateurs, comme I Hate Hippies, et il a vu uniquement des posts pro-Trump apparaître sur son wall. Ouais, les amis de mes amis sont mes amis, donc forcément, sur mon newsfeed, je vais avoir plutôt des informations qui vont sembler conforter mon opinion plutôt que de la challenger ou de la construire. Mais c'est justement la problématique et l'autre tendance qui est reprochée en ce moment à Mark Zuckerberg et à Facebook, diffuser de fausses informations. Oui, alors il faut aller dans la petite ville de Vélez. Vélez, 57 000 habitants. On est en Macédoine, dans l'ex-Yougoslavie. Il faut voir les cigognes noires, les aigles à tête blanche, beaucoup d'espèces en voie de disparition, et puis énormément, une bonne dizaine d'adolescents dont le seul métier, la seule occupation, c'est d'écrire des fausses informations. C'est BuzzFeed qui raconte ça. Le New York Times, il a débusqué un jeune étudiant de 22 ans qui, à Tbilissi, raconte énormément de bêtises, qui s'est fait énormément d'argent. Il pouvait revendre son site $10 000. Et plus c'est gros, plus ça passe. La nouvelle selon laquelle le pape soutenait Donald Trump, elle a été partagée 1 million de fois sur Facebook. Et alors justement, ça donne envie aux géants du web d'être beaucoup plus attentifs et justement de faire très attention à la vérification des faits. C'est la nouvelle apogée du fact-checking. Oui, on voit des vigies, des personnes comme Howard Rheingold, vous savez, le prof de sociologie à Berkeley qui a vu naître le web, eh bien, qu'il dit il faut faire attention, il faut créer des plateformes totalement ouvertes qui peuvent permettre la vérification. Il est soutenu par l'Electronic Frontier Foundation. Les géants du web, vous le dites Marjorie, eh bien, ils prennent la chose sérieusement, enfin, j'ai envie de dire. On a vu Google qui s'apprête à inaugurer une icône fact-check, c'est-à-dire une icône de news vérifiée dans son fil d'actualité, au même titre qu'il y a des informations qui sont plus en profondeur. Et puis, Mark Zuckerberg de Facebook, qui a publié un post le 19 novembre où il dit qu'il va falloir des vérifications de personnes tierces. En fait, ils auront le soutien des fact-checkers parce que vous savez que des fausses informations, elles ont entraîné des violences au Népal, au Nigeria et au Brésil. La vigilance est donc de mise. Autre problématique, les sondages qui ne sont pas infaillibles. C'est la leçon à retenir de ces derniers scrutins, qu'il s'agisse du Brexit, de l'élection présidentielle américaine ou encore de la primaire de la droite et du centre en France. Alors, pourquoi les sondages se trompent-ils ? Et surtout, quelles sont leurs méthodes ? Éléments de réponse tout de suite avec Sophie Guignon. Des partisans du Brexit fous de joie. Des soutiens de Donald Trump aux anges. Donald Trump. Des fillonistes célébrant leur vainqueur du premier tour de la primaire à droite. Ou encore Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Et bien d'autres. Ces scénarios, les sondages ne les avaient certes pas écartés, mais ils ne les privilégiaient clairement pas. Alors pourquoi un tel décalage entre les pronostics et les résultats des élections ? Pour ce directeur d'institut de sondage, le choix des électeurs est de plus en plus volatile et donc difficile à cerner. Ce phénomène nouveau qui est cette précisément réaction des catégories modestes, c'est-à-dire au fond la capacité d'électeurs et souvent d'électeurs populaires en fin de campagne électorale à voter pour déjouer au fond les pronostics établis et à voter, pour faire simple, pour des solutions ou des candidats anti-système. Mais pour les pourfendeurs de ces pronostics, c'est la méthode qu'il faut revoir. Alors quelles sont les failles des sondages ?
Formulation biaisée, impossibilité de non-réponse, surreprésentation de personnes politisées dans les échantillons ou encore questionnaire rémunéré sur Internet. En pleine campagne présidentielle, ce chercheur prône une profonde remise en question des sondages. Les sondages qui ont commencé évidemment sur la nouvelle échéance, c'est-à-dire sur les élections présidentielles, alors qu'ils viennent d'essuyer un revers manifeste sur les primaires, ça participe de l'amnésie systématique en la matière. C'est-à-dire depuis que les sondages se trompent, on recommence toujours comme si on l'avait oublié. François Fillon, candidat de la droite, est déjà annoncé vainqueur de l'élection présidentielle par les sondages, avec environ 30% au premier tour, puis plus de 60% au second tour face à Marine Le Pen. Pourtant, à gauche, tous les candidats ne sont pas déclarés. Ils ont jusqu'au 15 décembre pour le faire. Et on le voit, Guillaume, hein, une vraie claque pour les sondeurs, mais le gagnant, ce serait peut-être l'intelligence artificielle plus fiable que les sondages? Eh bien, dans ces cas précis, oui, la machine a été plus sage que l'homme parce que la machine, elle ne s'est pas embarrassée de prendre des précautions, d'avoir énormément de correctifs. En fait, elle s'est intéressée, le nom de ce logiciel, il s'appelle Mog AI. En fait, c'est un logiciel qui est né en Inde, c'est un clin d'œil au nom de Mowgli, parce que Mowgli, vous savez, il apprend énormément de son entourage. Là, c'est la même chose, ce logiciel, il a observé pas moins de 20 millions de messages sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et ensuite, à travers ces messages, il a vu qui allait gagner, qui faisait le plus parler de lui. Alors, en l'occurrence, c'est Donald Trump. Ce qui est un petit peu, c'est une vraie victoire pour la machine. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ce qui est dit de bien ou de mal. On fait uniquement appel au bruit. Et quelque part, c'est un peu une défaite de la pensée, j'ai envie de dire, hein, d'employer les grands mots, parce qu'on ne s'intéresse plus au fond. On ne s'intéresse plus au fond. Oui, mais pour continuer cette discussion, on va rejoindre tout de suite une Civitech française qui veut, je cite, ubériser la mesure de l'opinion. Bonjour Axel Dochet. Bonjour. Vous êtes l'heureux fondateur de Make.org et si j'ai bien compris, Make, c'est une plateforme de lobbying citoyen. Mais quand on dit bousculer la façon dont on sonde l'opinion, concrètement, on parle de quoi ? On est parti du principe que les sondages étaient faux, que la mesure était absolument faussée parce qu'en fait, à partir du moment où ils prédisent quelque chose, aujourd'hui, les gens vont aller à l'inverse de la prédiction. Donc forcément, il y a un phénomène, ce qu'on appelle en hystérésis, qui automatiquement donne des prévisions qui sont fausses. On pense que, en fait, la mesure de l'opinion, c'est 20. Il faut maintenant passer à l'écoute, mais une écoute industrielle. Jusque-là, pour écouter, on faisait quelques qualis avec 20 personnes. Chez MEC, on a décidé de consulter de l'ordre de 1 million de personnes par mois. Et ce million de personnes va faire ressortir des propositions et des engagements. Donc on n'est pas dans une mesure de ce que les gens ont envie de voter, on est dans une compréhension de là où ils ont envie d'aller. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Mais vous dites aussi que vous voulez faire pression sur les élus, encore une fois, avec ce modèle de lobbying citoyen. Faire pression sur des élus, ce n'est pas le but du vote et de la représentation démocratique ? Maintenant, je pense qu'on a tous compris que c'était plus possible de conditionner l'évolution de la société simplement au processus électoral. Le processus électoral, c'est une fois tous les 5 ans et c'est très bien et on espère qu'il sera de meilleur en meilleur. Maintenant, ça va pas à la bonne vitesse. Donc, en parallèle de ce phénomène-là, nous, on a envie de faire émerger des propositions citoyennes et de mettre en mouvement la totalité de la société civile, dont les élus, mais pas seulement les élus. Je pense qu'on est en face d'une impuissance politique qui est majeure et les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui à travers l'évolution de la société, tout le monde doit les relever. Mais concrètement, Axel, une fois qu'on a pris en compte les désidératas de cette opinion, on fait comment pour les soutenir, pour les appliquer ? Les civic tech, elles font vraiment mieux sur ce plan que les politiques traditionnelles ? Mais je pense que toute le problématique de nos sociétés est principalement liée à cette impuissance politique. Donc on doit changer de système et tout ça, ça va prendre du temps. Mais il y a une telle décitoyennisation du monde qu'il était urgent, et c'est notre rôle, et c'est le rôle des civic tech, de réengager les gens, pas seulement sur la politique, mais aussi de se prendre eux-mêmes en main sur la transformation de la société. Et c'est ça la particularité de MEC, c'est d'être capable de mettre autour d'une table des cohortes de citoyens qui ont envie de s'engager, en même temps que des entreprises, des associations, des élus, et de créer des forces de transformation réellement efficaces, là où le principe législatif ne l'est plus tellement. Les civic tech qui mettent en ébullition la démocratie. Merci infiniment, Axel Dochet, d'avoir été avec nous. Évidemment, on continuera à suivre les actions de Make.org, mais aussi de Change.org, par exemple, de Flucity ou de Vox. Les civic tech français sont très nombreuses, en effet, sur ce terrain pour pouvoir hacker ou en tout cas aider aux citoyens de pirater cette saison électorale. Et tout de suite, c'est
Test 24. Et c'est un drôle de cube que vous nous présentez cette semaine, Guillaume. Un subtil jeu de mots pour parler justement de ce nouveau hub, finalement, des objets connectés. Oui, c'est une start-up de Toulouse qui a inventé ce qui ressemble à un gros Rubik's Cube. On a envie de jouer avec. Ça va surtout être montré au CES. En fait, c'est un raccourci. Vous appuyez sur chacune des faces, et bien, vous allez pouvoir signaler, par exemple, un problème technique, réserver une salle de réunion. Vous allez pouvoir commander un taxi. Alors, si je le fais, là, j'appuie ici. Je vais recevoir un SMS qui va m'indiquer combien de temps il me faut attendre pour que mon taxi arrive. Tout ça, ça fonctionne avec la technologie sans fil Sigfox, également une technologie toulousaine, une entreprise qui va à la conquête du monde. Je suis un tout petit peu mesuré sur l'utilité au quotidien, c'est-à-dire à la maison. C'est un peu le même pari, vous savez, que les dash buttons qui ont été lancés par Amazon, c'est-à-dire qu'on clique pour commander quelque chose. Par contre, puisqu'on a beaucoup parlé de démocratie aujourd'hui, ça peut être un outil de démocratie en entreprise, c'est-à-dire que vous soumettez une question à une salle de réunion ou même en assemblée générale, vous allez cliquer pour dire que vous êtes d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord. Mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable parce qu'on parle de démocratie, mais c'est surtout un superbe outil pour monétiser très rapidement, puisqu'on imagine bien que ce cube, il est en partenariat avec tout un nombre de services et d'applications. Le Dash Button, lui, d'Amazon, est relié à tout un nombre de marques grand public très pratiques, justement. Donc, c'est finalement quoi? C'est un hub de monétisation avant tout? C'est un hub de monétisation, ça doit aider normalement le e-commerce. Là où je suis mesuré, c'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de davantage que de 6 actions en fait à la maison. Et en fait, moi, j'aurais tout simplement tendance à le perdre parce que je suis un peu désordonné. Donc, je pense qu'il faut plutôt une application professionnelle pour ce genre d'outils d'Internet des objets. Merci infiniment, Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux pour commenter ensemble l'actu numérique avec le hashtag TAC24. Restez connectés, à très vite.